Bonjour, je m'appelle David Vauclair, bienvenue à Au cœur du monde pour ce 133e numéro. Voici les 5 nouvelles de relations internationales qui ont pu retenir votre attention et la mienne. Commençons par une affaire que nous suivons sur ce podcast depuis quelque temps. Le gouvernement congolais a offert 5 millions de dollars pour toute aide à l'arrestation de 3 dirigeants du M23, le groupe rebelle qui s'est emparé de territoires dans l'est du pays riche en minerais. Les chances qu'ils soient arrêtés étant faible, la RDC tente surtout de mobiliser le soutien international pour sanctionner les soutiens rwandais du M23. Poursuivons plus longuement avec la Syrie. Depuis le renversement en décembre de Bachar al-Assad, tous les experts en relations internationales se demandaient combien de temps le chef rebelle triomphant qui a remplacé Assad, Ahmed al-Shara, pourrait être capable ou même disposé à maintenir une forme de stabilité dans un endroit aussi difficile à gérer que la Syrie. Plusieurs questions étaient ouvertes. Sa conversion à Damas en 2016 pour couper ses liens avec Al-Qaïda était-elle légitime, ou est-ce qu'il donne maintenant à cette même idéologie un nouveau costume technocratique? Est-ce que lui et sa bande de peut-être 30 000 partisans armés pourraient imposer de manière réaliste l'ordre dans un pays extrêmement hétérogène de 24 millions d'habitants? Et en raison des deux premières questions ci-dessus, les minorités syriennes, y compris les Alaouites, les Druzes, les chrétiens et les Kurdes, auront-elles un avenir dans la Syrie d'Al-Shara? Eh bien, après ce week-end, ces questions semblent désormais un peu moins hypothétiques. Revenons sur les faits. Après des rumeurs persistantes selon lesquelles des personnalités pro-Assad refusent de déposer les armes, les loyalistes d'Assad ont monté des embuscades jeudi contre les forces d'Al-Shara dans les bastions côtiers des Alaouites, la branche minoritaire de l'islam d'Assad. Les violences ont ensuite éclaté dans les villes côtières de Latakia, Jableh et Banias. Les groupes sunnites pro-Al-Shara ont commis des massacres qu'ils ont décrits devant les caméras comme une vengeance pour les attaques de jeudi, les décennies de crimes d'Assad et ou que leurs victimes appartenaient à la mauvaise tribu. Les djihadistes étrangers qui ont soutenu Al-Shara sans nécessairement lui rendre des comptes ont également commis des atrocités contre les Alaouites et d'autres qu'ils ont décrits devant les caméras comme des infidèles et des traîtres. Et selon certaines informations, les loyalistes d'Assad eux-mêmes, y compris des criminels de guerre notoires, ont tué leurs compatriotes alaouites dans les villages qui ont refusé de les aider. Les Syriens comptent leurs morts, au moins des centaines, et le jeu des accusations est transversal et omniprésent. Comme certaines des embuscades pro-Assad ont eu lieu près d'une base aérienne contrôlée par la Russie, cela alimente les allégations de soutien de la Russie, de l'Iran et du Hezbollah dans l'organisation de ces crimes. D'autres accusent un vide de pouvoir inévitable causé par le démantèlement par Al-Shara d'un trop grand nombre de forces de sécurité d'Assad après sa prise de pouvoir. Et d'autres encore voient tout cela comme la preuve que les factions qui soutiennent Al-Shara révèlent enfin leur vraie couleur djihadiste. Et à cela s'ajoutent des commentaires et actions internationales. Israël a cité les massacres du week-end comme preuve que les djihadistes en costume sont toujours des djihadistes, une référence au fait qu'Al-Shara a abandonné son treillis depuis sa prise de pouvoir. Les États-Unis, en particulier la nouvelle chef des services secrets, Tulsi Gabbard, ont souligné leur méfiance face à tous les groupes rebelles en Syrie. La Turquie, enfin, est silencieuse, ce qui n'est pas surprenant quand on sait qu'elle a été l'un des principaux soutiens extérieurs d'Al-Shara, dont les partisans sont maintenant confrontés à de graves allégations d'atrocités de masse contre les minorités syriennes. Al-Shara, lui, a publié une vidéo dans laquelle il esquive les accusations contre ses partisans, mais réitère son engagement en faveur de l'unité nationale et s'engage à demander des comptes aux auteurs de ces violences. Nous devons préserver l'unité nationale et la paix intérieure, nous pouvons vivre ensemble, dit-il. Cet épisode sanglant ne révèle que quelques-unes des nombreuses tensions au cœur de la jeune Syrie post-Assad. Notons quand même que le mouvement d'Al-Shara promet une forme de gouvernement islamiste technocratique, presque amical, mais il semble compter sur les djihadistes pour l'aider à parvenir à ses fins. La promesse de sécurité et stabilité aura du mal à s'appliquer s'il y a aussi une volonté de responsabilité de faire payer les crimes passés. Les Alaouites d'Assad se sont fait des ennemis en dirigeant le pays pendant des décennies. Ils représentent désormais 10% de la population syrienne à majorité sunnite, une situation explosive qui nécessite potentiellement soit un État fort, soit une tradition démocratique forte, et aucun des deux n'est présent à l'heure actuelle pour éviter le désastre. Continuons par le Honduras. Les Honduriens ont voté hier, dimanche, lors des primaires pour choisir les candidats qui dirigeront les 3 principaux partis politiques du Honduras pour les élections présidentielles de novembre. Alors, qui sont les vainqueurs?
Les résultats ont amené l'actuel ministre de la Défense, Rishi Moncada, à représenter le parti Libre, aujourd'hui au pouvoir. Luis Orlando Zelaya Medrano représentera le parti libéral et le parti national a choisi Tito Asfura, ancien maire de Tegucigalpa, comme son candidat. Mais quels que soient les résultats, nombreux sont ceux qui se montrent sceptiques à l'égard des dirigeants de gauche et de droite qui n'ont pas réussi à améliorer la sécurité et l'économie du pays. Achevons avec le sud de la Thaïlande, à majorité musulmane, où 2 attaques séparatistes ont fait 5 morts et une douzaine de blessés ce week-end. Bangkok s'est engagé à déployer davantage de forces et de sécurité dans la région, où une insurrection de faible intensité sourd depuis le début des années 2000. Enfin, les services postaux danois ont annoncé qu'ils cesseraient de distribuer du courrier avant que cette année ne s'achève, mettant ainsi fin à 400 ans de fonctionnement continu. Le gouvernement danois a fait état d'une baisse de 90% du volume de courrier depuis le début du siècle. Les 1500 boîtes aux lettres du Danemark commenceront à disparaître à partir de début juin. Le ministre des Transports, Thomas Danielsen, a cherché à rassurer les Danois en affirmant que les lettres seraient toujours envoyées et reçues car il existe un marché libre pour les lettres et les colis. C'est une évolution et la disparition du public face au privé en réponse à la digitalisation continue de nos sociétés. Les services postaux de toute l'Europe sont aux prises avec la baisse du volume de courrier. La Deutsche Post a, par exemple, annoncé jeudi qu'elle supprimerait 8000 emplois de manière socialement responsable. C'est la fin d'un monde. Et voici pour ce 133e numéro. N'oubliez pas que local et international se mêlent toujours plus et que de nombreux sujets s'entrecroisent. Pour bien comprendre notre actualité, je vous encourage donc à 2 choses. Envoyez des cartes postales, jolies petites ouvertures sur le monde si vous voulez préserver nos postes, mais surtout écoutez les podcasts de compétences et développement comme ceux de l'IFAC, de l'IDREA, d'IET, de 3A, de l'IDRAC, de Subdecom ou de Vivamundi qui devraient vous éclairer, vous divertir sur les grands thèmes poursuivis par ces écoles. Et une fois ces écoutes achevées, espérant que tout cela vous aura intéressé, n'hésitez pas à approuver, commenter et partager les numéros qui vous auront plu, c'est toujours apprécié.